je crois qu'on va faire un peu différemment, parce que d'abord, moi, je suis tout seul. Donc, on va faire quand même un dialogue. Donc, je vais demander à un ami qui est là de pouvoir relancer ou poser des questions. Puis, ça me permettra de démarrer, de répondre, pour essayer de continuer dans un domaine un peu différent, mais aussi peut-être aussi un peu dans ce domaine-là aussi. Bonsoir. Oui, sachant qu'en attendant qu'il règle son micro, moi, ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, je partage à 98% ce que j'ai entendu. Donc, si vous voulez, sur ça, avec juste un point que je voudrais quand même mentionner, mais qui d'ailleurs, je pense qu'ils seront d'accord, c'est qu'il ne faut surtout pas oublier que le XXIe siècle, nous sommes rentrés dans l'ère du numérique et que le numérique amène à l'individualisation. Le numérique tue le groupe, puisque chacun est capable d'avoir les informations et va les avoir de plus en plus, les traiter et les utiliser. C'est pour ça que, d'ailleurs, je rejoins, par contre, dans cette voie-là, ce qui a été dit tout à l'heure, à savoir que penser que l'avenir est réservé aux gros et tout mettre sur les gros, c'est aller exactement en sens contraire par rapport à ce qui va se passer, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Alain Juillet, bonsoir. Bonsoir, oui. Je vous interviewe pour la chaîne YouTube Seekerview en partenariat avec l'École de guerre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler succinctement qui vous êtes pour nos internautes et ceux de la salle? Moi, ça a été dit tout à l'heure. Moi, j'ai commencé ma carrière comme militaire, comme officier dans les unités parachutistes puis au service action. Ensuite, j'ai quitté l'armée. Je suis rentré dans les entreprises, à l'international, et puis j'ai fait pas mal de choses. Et puis j'ai terminé en dirigeant un certain nombre d'entreprises françaises et étrangères, jusqu'au moment où l'État m'a redemandé de venir travailler pour lui, comme directeur du renseignement à la DGSE, puis ensuite comme patron de l'intelligence économique pendant pas mal d'années. Et puis maintenant, je continue à faire pas mal de choses un peu partout, en France, à l'étranger. Et là, vous voyez, par exemple, j'arrive de Washington, on avait une réunion hier, depuis 48 heures, avec des 20 Français et 20 Américains, sur justement les problèmes de cybersécurité et sur comment on va s'y prendre pour faire face non seulement aux problèmes de cybersécurité, mais derrière à toute cette politique de fake news qui se développe dans tous les coins du monde, mais qui devient de plus en plus difficile à séparer de la réalité. Alors, ce soir, le thème, c'est l'état du monde. Vous parlez de fake news. Qu'est-ce que vous avez pu aborder avec vos collègues américains plus en détail? Est-ce que vous avez entendu parler du rapport français fait par le CAPS concernant la propagande russe? Tout à fait. D'ailleurs, on l'avait, on avait amené le rapport. Donc, il est fort bien fait. Ce qui est intéressant sur le point des fake news aux États-Unis, c'est qu'ils sont aujourd'hui absolument obsédés par... Enfin, les démocrates, il faut préciser. Les démocrates américains sont obsédés parce qu'ils ont perdu la bataille de l'élection présidentielle et ils sont convaincus que c'est à cause de fausses nouvelles qui ont été données par les Russes. Et donc les fameuses fake news. Et là, je crois qu'il faut tout de suite, là aussi, il faut ramener il faut mettre les pieds dans la réalité. La réalité, c'est que et là on a tous les sondages, les mesures ont été faites là-dessus, quelle est l'information divulguée par les Russes qui a plombé véritablement la candidature d'Hillary Clinton? C'est la publication des échanges mails et Twitter et Facebook, entre Hillary Clinton et son directeur de campagne. Donc ce sont des faits réels. Mais des faits réels qui ne devaient pas être publiés. Parce que dans ces faits réels, elle dit ce qu'elle pense qui n'a rien à voir avec ce qu'elle dit durant la campagne. Et c'est ça qui a posé le problème. Ce qui fait qu'ils en veulent à mort aux Russes en disant « les Russes ont envoyé des fake news », mais en réalité les Russes, ils ont fait de l'interception, c'est vrai, ils ont piqué des fichiers, mais ils n'ont fait que reproduire la vérité. Et alors là, est-ce que c'est une fake news ou pas? Et j'en profite pour vous dire ça, parce que lorsqu'on a parlé en France d'une loi sur les fake news, vous savez, lorsqu'on a parlé en France d'une loi sur les fake news, on a dit « ah, c'est épouvantable, les fake news... » Non. Il faut savoir ce que c'est qu'une fake news. Les vraies fake news, les bonnes aujourd'hui, c'est une vérité qu'on ne doit pas savoir et qu'on vous balance en pleine figure. Celle-là, elle est imparable. Et pourtant, on le voit bien, il y a une tendance générale à le faire, quand on peut, bien entendu, quand on a les moyens. Alors il y a un deuxième type de fake news, c'est ce qui se passe dans les opérations qui peuvent être menées au niveau politique ou au niveau militaire, par exemple, au niveau... Oui. Quand on voit, par exemple, quand on va faire des opérations où on fait une opération et on a besoin de mettre un accompagnement.
Je vous rappelle, le plus beau coup quand même de fake news, ça a été quand même la guerre en Irak, la première guerre d'Irak, où les Américains ont balancé au monde entier, même à la deuxième guerre d'Irak d'ailleurs, les Américains ont balancé au monde entier que Saddam Hussein était en train de faire la bombe atomique. Et que le monde entier, à part nous, heureusement, il y a quand même un pays qui a résisté, c'est normal, c'est Astérix, mais à part nous, les autres, la plupart des pays du monde y ont cru. Et même encore aujourd'hui, moi j'ai vu encore, notamment aux États-Unis, dans la zone des États-Unis, l'Amérique profonde qui soutient Trump actuellement, alors à 90%, eh bien, quand vous leur parlez de la guerre d'Irak, ils disent on a bien fait, il allait avoir la bombe atomique et il fallait arrêter ça. Aujourd'hui encore. Alors que tout le monde sait que ça a été une invention, une fake news, lancée par les Américains pour faire passer l'idée d'une guerre juste, alors que ce n'était pas une guerre juste du tout, puisque c'était une guerre pétrolière. Je vous coupe. C'était les Russes ou Wikileaks pour les fuites du DNC? Ah, les Russes, pour Wikileaks? C'était Wikileaks ou les Russes pour les fuites concernant la campagne d'Hillary Clinton? Non, ça a été les Russes qui ont balancé le plus. Alors Wikileaks en a rajouté. Mais comme maintenant Wikileaks est très suspecté d'avoir des relations, alors certains vous diront avec les Chinois, d'autres avec les Russes, enfin, pas avec tout le monde. Mais en réalité, c'est bel et bien. Il y a eu c'est l'institut de fake news, enfin l'institut qui est à Saint-Pétersbourg, qui est un institut spécialisé et qui a sorti l'information. Et autre question, vous êtes allé à Washington avec le rapport du CAPS, oui. Plus de 200 pages. On ne fait aucunement mention de cette fake news, de la guerre en Irak et de la propagande de guerre sur le territoire français. Oui, mais c'est vrai que mais vous savez, sur les fake news, il y a tellement de choses à dire. Regardez la guerre en Syrie aujourd'hui. La guerre en Syrie, il faudrait écrire les fake news de la guerre en Syrie. Quand on voit l'exploitation qui est faite par des gens qui sont très bons, de tous les côtés, pour être honnête, quand on voit l'exploitation qui est faite pour justement faire pousser les lecteurs ou les auditeurs ou les spectateurs dans un sens ou dans un autre, on voit bien qu'en définitive, les gens se font manipuler, mais pratiquement inconsciemment. Là, il y a dans l'auditoire, il y a pas mal de militaires. Moi, j'aimerais qu'on m'explique la différence au niveau de l'horreur entre balancer une caisse d'explosifs depuis un hélicoptère à 100 mètres de haut ou tirer depuis un avion qui était à 5000 mètres ou à 10 000 mètres une bombe qui fait le même poids sur le même objectif. Expliquez-moi pourquoi l'un est inacceptable, selon les médias, et l'autre est normal. On voit bien que nous sommes dans une manipulation de l'information. On joue sur l'émotionnel, et on va vous présenter quelque chose qui, après tout, dans le cadre de la guerre banale, on va le présenter comme une horreur. Regardez ce qui se passe avec le chimique. C'est très intéressant ce qui se passe avec le chimique. Quand les Syriens et les Russes ont décidé, avec les Iraniens, d'essayer de régler le problème d'Iblid, de la zone d'Iblid, qui est la dernière grande zone tenue par les rebelles, incluant les djihadistes et les autres. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, immédiatement, une fois que les Syriens et les Russes ont annoncé qu'ils allaient attaquer, enfin du moins, ils allaient essayer de régler le problème d'Iblid, les Américains tout de suite ont dit attention, s'il y a attaque chimique, on va intervenir. Et aujourd'hui, les Russes sont en train de sortir depuis 3 jours des informations pour montrer comment, effectivement, il y a des groupes qui sont en train de préparer des informations pour faire croire à une attaque chimique. Parce que c'est devenu maintenant un enjeu stratégique, puisqu'on sait très bien qu'une attaque chimique, ça horrifie tout le monde avec raison et c'est inacceptable. En plus, les lois, il y a quand même heureusement des lois qu'il faut respecter. Donc c'est inacceptable. Mais le problème, c'est que la réalité de l'attaque chimique, elle, il faut être sûr qu'elle est vraie ou pas. Or, on sait très bien qu'aujourd'hui, autant dans une première partie de la guerre, ça a été utilisé de manière absolument scandaleuse par Bachar al-Assad, ça a été utilisé dans une deuxième partie de la guerre par les gars de Daesh avec des stocks qu'ils avaient saisis dans les entrepôts de Bachar, mais aujourd'hui, on a des sérieux doutes, quand on regarde le dossier à fond, sur ce qui s'est vraiment passé les dernières fois.
Regardez la commission de l'ONU qui a fait celle de l'AUR. C'est les commissions qui ont été étudiées ce qui s'est passé sur le dernier bombardement chimique en Syrie. Ils n'ont rien trouvé. Ça pose problème quand même. Hein. Donc, ce que je veux vous montrer par là, c'est moi je ne vous dis pas c'est bien, c'est mal, il y a les biens, il y a les gentils, il y a les méchants. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans un monde dans lequel les fake news deviennent un élément stratégique. Des opérations d'influence, si vous voulez, qui vont servir d'un côté ou de l'autre. Et donc, s'il y en a un qui en balance une, l'autre va monter un contre-feu. Donc, on est dans... Et là, ça fait partie, à ce moment-là, de la guerre hybride, ce qu'on appelle la guerre hybride. Des préconisations pour combattre les fake news dans l'esprit critique de nos populations? C'est très difficile. Je crois que c'est très difficile. Parce que parce qu'on a du mal à comprendre d'abord ce qui se passe, il faut du temps pour décoder ce qui se passe, et les médias, eux, ont cette capacité de réagir dans l'instant et de surmédiatiser dans l'instant. Hein, si quelque chose se passe quelque part, des télévisions d'information vont vous sortir dans les 10 minutes qui suivent une quantité d'informations là-dessus, qui vont être relayées par des experts, plus ou moins experts, mais on les aura trouvés pour qu'ils puissent parler. Hein, et on va continuer à faire monter une espèce de millefeuille médiatique, hein, et dans lequel, en définitive, très peu de gens auront vérifié l'origine de l'information. Parce que c'est ça le fond du problème. Aujourd'hui, l'information circule extrêmement vite par la médiatisation, partout, dans tous les domaines. Hein. On peut prendre dans n'importe quel domaine, c'est pareil. Ça va très très vite, et là, le problème, c'est tout le monde en parle, tout le monde trouve des informations sur Internet ou ailleurs, mais en définitive, personne ne vérifie ce qu'on a raconté au début, l'origine du fait, et pour une raison très simple, c'est que pour vérifier l'origine, il faut plusieurs jours ou plusieurs semaines. Et que le média, il a besoin de quelque chose qui va montrer dans la minute ou dans l'heure. 3 jours après, c'est oublié par autre chose. Parce que c'est ça le monde actuel. Hein. On vous annonce une horreur, et puis 3 jours après, vous l'avez oublié parce qu'il y en a une autre. Est-ce qu'on peut parler du réchauffement climatique et des implications sur le livre blanc de la défense française? Ah oui, ça c'est... le réchauffement climatique, d'abord, il y a une conséquence. Nous, on parle, bien sûr, on dit ça va changer les climats chez nous un petit peu, ça va réchauffer, il y aura un peu plus d'eau, un peu moins d'eau. Bon. Mais sur le plan économique, déjà, il y a quand même quelque chose qu'on voit qui est extrêmement important, c'est que le réchauffement climatique dans les zones arctiques et antarctiques est en train effectivement d'enlever une bonne partie des glaces. Et en ce qui concerne la Sibérie en particulier, toute la zone sibérienne, hein, le permafrost, qui était donc la terre qui était en permanence gelée, hein, parce que c'était ça la caractéristique de ce pays, la terre était gelée, il y avait juste une toute petite tranche de terre qui ne l'était pas, et sur laquelle les gens essayaient de vivre en faisant un peu de culture. Eh bien, on va se retrouver maintenant, et ça commence, hein, on se retrouve avec cette terre qui devient dégelée sur plusieurs mètres, et à partir de ce moment-là, on rentre dans une autre formule, c'est-à-dire qu'on peut l'exploiter différemment, bien entendu. Hein. On va voir que, par exemple, on parlait tout à l'heure des terres rares, mais on va voir qu'au niveau des mines, par exemple, et des minerais, eh bien, tout l'Arctique et l'Antarctique représentent une richesse potentielle considérable. Alors, je sais que les écologistes disent qu'il faut préserver l'Arctique et l'Antarctique. Moi, je suis d'accord, ils ont raison, sur le fond. Mais je ne crois pas une seconde qu'on pourra résister à la pression des pays qui vont vouloir chacun exploiter les zones qui sont les leurs. Parce que ça représente des richesses considérables pour le futur. Et oui, on parlait des terres rares, par exemple. Les terres rares, les Chinois contrôlent actuellement le marché des terres rares pour la plus grande partie. Ils ont développé une stratégie pour ça. On sait déjà que dans l'Arctique en particulier, il y a des zones sur lesquelles il y a des zones de minerais dans lesquelles on peut trouver des terres rares en grande quantité. Alors vous me direz, terres rares, ça veut dire aussi pollution exceptionnelle, hein, il faut le savoir. Hein. Pour les traiter, pour obtenir les terres rares, il y a un niveau de pollution terrible. Donc ça veut dire que dans ces zones vierges, on va se retrouver avec une pollution maximale. Ça va poser d'autres problèmes. Sur les flux migratoires, sur la masse de peuples qui sont mis sur les routes par le réchauffement climatique et aussi par les guerres que ça entraîne, est-ce que ça représente un risque pour l'Europe?
Je crois qu'il faut, sur les risques migratoires, il faut ramener tout le monde à la réalité. D'abord, les phénomènes migratoires, ils ont existé depuis toujours. Il ne faut pas oublier que la France s'est faite par le passage successif de hordes, venues de Mongolie et d'ailleurs. Hein. Les Visigoths, ils n'étaient pas du centre de la France. Les Goths, ils n'étaient pas du centre de la France. Les gars qui sont venus, qui sont les hommes d'Attila, les Huns, ils sont tous passés. Et ils ont laissé des gens. Ils ont laissé des morceaux de leur tribu, de leur bande, qui se sont installés. Donc les phénomènes migratoires, il a toujours existé. Le deuxième élément, c'est que depuis toujours, on a des phénomènes migratoires amplifiés quand il y a des guerres, normales, quand il y a des conditions climatiques qui deviennent insupportables, les gens partent parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre. Hein. Ils n'ont pas de... Bon, ça, c'est les deux événements classiques. Et puis le troisième, c'est parce que quand les gens se disent que chez eux, ils n'ont aucun espoir de s'en sortir, alors qu'ailleurs, c'est attirant. Mais il ne faudrait pas croire, parce que là, c'est une présomption, je dirais, coloniale, excusez-moi du terme, il ne faut pas croire que l'obsession, par exemple, des Africains, c'est de venir en Europe. Parce que ça, c'est une absurdité totale. La population, les migrants qui viennent vers l'Europe ne représentent pas plus de 10% de la totalité des migrants en Afrique. Parce qu'en Afrique, les gars, avant d'aller en Europe, ils vont dans les pays riches d'Afrique. C'est-à-dire qu'ils partent des pays pauvres, ils vont dans les pays riches. Vous avez, par exemple, pour un exemple, les gars du Mali, eh bien, ils vont soit vers le Sénégal, soit vers la Guinée, soit vers la Côte d'Ivoire. Les gars du Burkina Faso, ils vont sur la Côte d'Ivoire. Et c'est tellement vrai que quand M. Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, a pris le pouvoir, il l'a pris grâce au vote des populations immigrées venues du Burkina Faso, parce qu'il ne passait pas avec les voix des locaux. Et là, ça ne nous choque pas. Alors que pourtant, c'est une réalité, et c'est partout pareil, hein, parce que si on aurait pu parler de l'Asie, avec la zone du delta du Mékong, on pourrait parler de l'Amérique du Sud, c'est partout pareil. Les phénomènes migratoires se font dans tous les sens. Alors, ce qui se passe chez nous, c'est qu'il y a eu effectivement une vague très importante, du fait des conflits Afghanistan, Syrie et autres, ça c'est clair, du fait aussi qu'il y a eu, en ce qui concerne l'Afrique, il y a eu une véritable promotion de la migration vers le nord par des organisations criminelles. Parce que ça, on n'en parle pas non plus, c'est dommage, mais les mêmes routes qui servent aux migrants en Afrique servent également pour tous les grands trafics, c'est-à-dire les trafics de cigarettes, les trafics d'armes, les trafics de drogue, les trafics de produits pharmaceutiques. Et vous retrouvez exactement les mêmes étapes, les mêmes routes dans tous les cas de figure. Et les pauvres migrants qui prennent ces routes-là, parce que ça paraît les plus faciles, se font littéralement esclavagiser sur la route à chaque étape. C'est un véritable parcours du combattant. Hein. Bon, jusqu'au moment où ils arrivent en Méditerranée, hein, et où là, ils se trouvent avec d'autres problèmes, puisqu'il y a d'une part les gens qui sont sur les côtes qui les exploitent, ça on le sait maintenant très bien. Il y a les passeurs qui les exploitent aussi, parce que les gens qui les font passer de l'autre côté, c'est pas gratuit. Hein. Et puis ensuite, il y a les réactions dans les pays européens qui sont très fortes, parce qu'on sait bien que dans tous les pays du monde, c'est pareil, et tous les sociologues l'ont démontré, dès qu'on atteint un certain seuil de population extérieure, il y a des réactions de la population locale. Ça, c'est pas une question de politique ou de philosophie. Tous les sociologues l'ont étudié, c'est connu, mais ça fait depuis très longtemps. Si on parlait un peu de la Chine, vous avez quelques mots pour nous ? Oui, la Chine, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt ce qui a été dit sur la Chine tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y a... Par rapport à ce qu'on vous a dit, j'ajouterai une petite chose à ce moment-là. C'est que les Chinois, ils ont parfaitement compris comment était l'Amérique. Et en définitive, je pense qu'ils comprennent mieux Trump que nous tous. Ça, c'est clair. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait une analyse. Je ne vous parle pas, moi, des 3 bonds en avant, de Deng Xiaoping, avec toutes les évolutions, les 40 ans durant lesquels ils sont restés sur la même stratégie, ce qui explique pourquoi ils en sont là maintenant. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas ça.
Ce qui est intéressant, c'est de voir la conception chinoise du futur. Pour les Chinois, ils ont été le plus grand pays du monde jusqu'au moment où les Anglais ont voulu leur mettre de l'opium, ont imposé l'opium, la consommation d'opium aux gens de chez eux. Il ne faut pas l'oublier, c'est les Anglais qui l'ont introduit depuis l'Inde en se battant contre les Chinois, et ce qui a mis en l'air l'Empire chinois. On y a contribué après, les Français aussi. Mais bon, ils n'ont jamais oublié qu'ils étaient, jusque dans les années 1700 et quelques, les plus puissants au monde. Et ils disent, on va y revenir. Ça, c'est très clair. Et là, ils ont fait l'analyse suivante. Ils ont dit, nous, je ne parle pas de la partie, je dirais, industrielle, ça a été évoqué, c'est pas ça. Moi, ce que je veux dire, c'est pour montrer la mentalité. Au point de vue militaire, en 1998, il y a un livre qui s'appelle « La guerre sans limite » qui a été écrit par 2 colonels chinois, qui est essentiel pour comprendre la stratégie chinoise et qui vous éclaire sur beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « Jamais nous ne pourrons être aussi forts que les États-Unis parce qu'ils investissent un budget qui est colossal par rapport au nôtre. » Je vous rappelle que cette année, on est passé de 610 milliards à 700 milliards de dollars aux États-Unis. Et ils sont à 210 en Chine. 3 fois, un peu plus de 3 fois moins. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Les Chinois, les 2 colonels ont dit « Nous, on ne peut pas lutter contre ça. On ne pourra pas avoir autant d'avions, de sous-marins, de porte-avions que les Américains. Donc, comment peut-on faire pour les neutraliser ou les gagner ?» Et dans ce livre, il y a une phrase qui est un chapitre entier qui est très intéressant, où ils disent, dans le fond, on prend la première ou la deuxième flotte américaine. Ils sont plus puissants que tout ce qu'il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de liaison radio ou autre entre les sous-marins, les destroyers, le porte-avions, les avions et ainsi de suite. Et bien sûr tous les missiles et tout ça. Eh bien, s'il n'y a plus de liaison, ils peuvent être la plus puissante flotte du monde, ils ont perdu. Et ils ont dit, il faut donc qu'on s'attaque, nous, à ces problèmes-là. Priorité à ça. D'où, par exemple, le développement dans le quantique. Une des raisons du développement, ils savaient qu'ils sont plus en avance que les autres dans le quantique, ils ont lancé un satellite qui utilise partiellement des techniques quantiques, c'est le premier. Et bien là, c'est parce qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose à faire. Un autre exemple qu'on peut prendre, parce que c'est toujours dans la même logique, si vous voulez, c'est récemment, quand vous regardez l'évolution actuelle dans la cybersécurité et la cyber tout court. Bon, on en a parlé tout à l'heure, vous en avez entendu parler tout à l'heure. Bon, tout le monde est en train de se préoccuper du numérique avec les algorithmes, les big data. OK ? Et effectivement, les GAFAM, les Américains, les groupes américains, surinvestissent dans cette partie-là. Alors maintenant, regardez ce qui se passe au niveau de l'intelligence artificielle, qui est l'étape suivante. Parce que l'intelligence artificielle, ça vient après le traitement du big data et de l'algorithme. Eh bien, les Européens investissent 1,8 milliard, l'équivalent de 1,8 milliard de dollars. Non, les Européens. Les Américains investissent 11 milliards. Les Chinois sont estimés entre 20 et 40 milliards de dollars d'investissement sur l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, ils seront peut-être très bons dans l'étape actuelle, mais nous, on aura dépassé l'étape actuelle, on les attend à l'étape du dessus. Et je me souviens, c'était il y a très longtemps de ça, le patron de Sony, Akio Morita, qui a inventé le Walkman. Le Walkman, c'est ce qui a lancé tout derrière. Maintenant, tout ce qu'on a, les iPhones, les smartphones, les tablettes, tout est venu de là. Et quand Morita, on lui avait posé la question, à une convention pour industriels de beaucoup de pays du monde, et on lui avait dit « Pourquoi vous avez inventé ce truc-là qui ne marche pas ?» C'est moderne, mais ça ne marche pas. Et il a eu cette réponse très simple. Il a dit « Attendez, vous êtes bien des Occidentaux. Vous regardez aujourd'hui. Moi, toutes les études que j'ai fait faire montrent que dans des 10 à 15 ans qui viennent, tout le monde aura besoin de ce type d'outils. Et au fur et à mesure où ils vont avoir besoin de ce type d'outils, ils viendront vers moi. Je vais gagner sans combat, cher Sun Tzu, je vais gagner sans combat la bataille du futur. » Et c'est vrai. Et c'est vrai que pendant un certain nombre d'années, les Japonais ont dominé complètement cette partie technique.
Ben, on est exactement dans cette philosophie-là. Je vous renvoie sur la Russie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la Russie en ce moment ? Ah, la Russie, je pense que c'est très intéressant ce qui se passe, parce que là aussi, les Russes, là aussi, c'est des fake news, hein, parce que quand on regarde, on nous dit la Russie, l'ennemi. Enfin, moi, on ne parlait pas que les Américains hier. Quand ils vous disent la Russie, c'est l'ennemi, on les attendait. 700 milliards d'un côté d'investissement militaire, de l'autre 65 milliards. De qui on se fout? Est-ce que vous pensez que celui qui est 10 fois plus petit que l'autre a la moindre chance de gagner dans le long terme? Donc, il faut ramener les choses à la réalité. Seulement, là aussi, ils ont fait un peu comme les Chinois. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Russes? Ils ont dit on ne peut pas se battre partout. Ils ont abandonné, c'est pour la spécialisation que vous évoquiez tout à l'heure, ils ont abandonné un certain nombre de domaines qui les intéressent. Puis on dit non, on ne va pas se développer là-dessus. Parce que ce n'est pas des domaines dans lesquels on peut vraiment devenir leader. Et par contre, ils ont développé juste certains aspects qui leur permettent là d'être très performants. Regardez les S-400, hein, les missiles S-400. Bon, jusqu'à nouvel ordre, on ne sait pas comment faire pour les neutraliser. Ils ont donc trouvé un truc. Il y a eu, il y a quelques mois, d'après ce qui se dit, moi je ne suis pas, mais d'après ce qui c'est dit dans les journaux américains, un navire américain en Méditerranée a vu arriver 2 Sukhoi qui n'avaient pas été repérés. C'est-à-dire qu'ils avaient atteint une furtivité absolue. Là encore, il y a des trucs. Quand vous voyez les missiles de croisière, eux, ils en sont aux missiles hypersoniques. Nous, on ne sait pas faire, on ne sait pas répondre. Donc, parce que nos engins de défense contre des missiles de croisière, nos missiles de défense ne sont pas prêts à traiter, pour le moment en tout cas, des missiles hypersoniques. Donc on voit bien que dans chaque domaine, ils ont mis en place quelques techniques particulières sur lesquelles ils sont très en avance par rapport aux autres. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est là-dessus qu'ils vont... Ils sont pas très bons, les Russes, hein. Les troupes russes ne sont pas formidables, loin de là, hein, il ne faut pas croire. Hein. Mais par contre, ils se sont créés quelques points forts et ils vont exploiter ces points forts. À côté de ça, c'est vrai qu'il y a une continuité. Bon, là, Poutine, on peut aimer ou pas aimer Poutine, mais moi je crois qu'il y a toujours 2 chiffres il ne faut jamais oublier. Enfin, il y a un chiffre qu'il ne faut jamais oublier quand on parle de Poutine aujourd'hui, c'est que quand les Russes ont connu la libération démocratique à la chute de Gorbatchev, leur pouvoir d'achat s'est effondré de plus de 50%. Et le pays est tombé entre les mains des voyous. Les Russes viennent de retrouver le pouvoir d'achat qu'ils avaient à l'époque communiste, la dernière année de l'époque communiste. Ils l'ont retrouvé il y a 2 ans. Tout ce temps qui s'est passé, ils ont tiré la langue parce qu'il fallait essayer de remonter. C'est pour ça que la vision de la démocratie par le peuple russe n'est pas exactement la même que la nôtre. Hein. Quand vous discutez avec eux, ce n'est pas la même chose. Il faut se méfier d'ailleurs des interprétations. Et Poutine est pour tous ces gens-là celui qui a permis à la Russie de revenir. Et quand il fait des opérations fortes, comme il a fait, comme en particulier comme il fait la Syrie, mais il a fait la Crimée ou d'autres, pour les Russes, il y a un sentiment d'orgueil national qui fait qu'ils se sentent très fiers parce qu'ils disent on est en train de retrouver un certain poids au niveau mondial. Même si ce poids, ils savent très bien, ils ne sont pas fous, n'est qu'un poids relativement réduit. Mais il n'empêche qu'ils ont retrouvé, si vous voulez, ils ne sont plus humiliés. Alors que c'est un peuple, qui est pourtant un peuple qui n'aime pas ça, les Slaves, ils n'aiment pas ça, mais qui a été humilié pendant des années, et ça, on ne l'a pas forcément compris. Alors moi, j'ajouterais une chose, ça c'est un commentaire personnel, c'est que je pense que Poutine, dans les années 2000-2002, hein, au départ, Poutine voulait s'associer aux Européens. On n'a pas voulu le faire pour des raisons politiques, et on va le payer très cher, parce que si c'était associé à nous, ça permettait de faire un bloc qui était homogène par rapport aux Américains et par rapport aux Chinois, alors que là, il est en train de s'associer aux Chinois parce qu'il n'a pas d'autre choix, même s'il sait que la Sibérie est en train de se faire envahir par des millions de migrants chinois et qu'il va perdre la Sibérie dans les 20 ans si ça continue comme ça, parce que ça sera totalement sinisé, et à ce moment-là, et vu l'éloignement, cette partie de la Russie, qui est la partie riche, hein, c'est là où il y a toutes les mines et les réserves énergétiques, risque de passer vers la Chine, et eux, ils seront balayés. On fait une petite parenthèse sur l'affaire Skripal.
Ah, l'affaire Skripal. Ben, ça y est, on sait maintenant, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, hein, on a vu que un des deux gars qui avait parlé à la télévision en disant « j'étais un bon touriste », les Anglais ont sorti hier qu'il était lieutenant-colonel au GRU. Bon, ce qui est sûr, enfin depuis le premier jour. Non, je crois que l'affaire Skripal, si vous voulez, oui, c'est une affaire intéressante. Parce que, indiscutablement, alors, au départ, c'est vrai qu'on pouvait se poser la question en disant quand même, pourquoi les Russes ont fait ça? Pourquoi les Russes ont pu faire un truc pareil? Et puis, c'était oublié en définitive un principe de base, mais vraiment de base, hein, du service militaire de renseignement russe qui s'appelle le GRU, dans lequel il a toujours été dit depuis Beria, c'est-à-dire pas d'aujourd'hui, hein, ça date de l'époque de Lénine et de Staline, il a toujours été dit que quelqu'un qui trahit au profit d'une puissance étrangère doit être exécuté, quel que soit le temps qui passe et où que ce soit. Et ça, c'est leur règle. Moi, personnellement, je pense qu'ils n'ont même pas posé la question au-dessus. Moi, je pense qu'ils n'ont pas demandé à Poutine parce que c'est la règle chez eux. Et donc, ils ont trouvé ça normal. Il ne faut pas oublier que quand même, M. le Skripal avait quand même dénoncé des camarades, des copains militaires, aux autorités américaines et anglaises, et il les a fait arrêter, et pour certains, ils y ont laissé la peau. Pas l'oublier. Donc, ce n'est pas un modèle non plus de... Pour moi, excusez-moi, c'est bien, il a trahi pour nous, donc c'est formidable, mais sur le fond, ça reste quand même un traître. On fait une petite transition. Est-ce que vous connaissez la société Palantir? Bien sûr. Qu'est-ce que ça vous dit quand Palantir travaille maintenant avec les services de renseignement français? Ben, ça me dit qu'on est passé, je me dis ce que j'ai entendu tout à l'heure, dire qu'on est passé à côté de quelque chose qui était très important. On sait qu'aujourd'hui, on sait depuis déjà quelques années, un certain nombre d'années, on sait que sur le plan numérique, il faut absolument qu'on arrive à avoir un système qui nous permette d'aller chercher dans ce qu'on appelle les sources ouvertes, c'est-à-dire tout ce qui est disponible, qu'on puisse aller chercher très vite toutes les informations qui peuvent être intéressantes. Bon, les Américains, avec Palantir, ils ont commencé très tôt et ils ont eu des financements considérables. Par la CIA d'abord, par ce qu'on appelle InQtel, un fonds d'investissement de la CIA. Ensuite, par la DARPA, c'est l'équivalent de la DGA chez nous, mais avec beaucoup plus de moyens. Ils ont eu des investissements considérables. Et évidemment, ils sont arrivés à faire un outil qui est actuellement le meilleur dans le monde occidental. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors, la question, c'est, bien entendu, c'est qu'à partir du moment où ce système a été mis au point par les Américains avec l'aide des services de renseignement et de l'armée américaine, il est évident que toute information qui passe par Palantir, il y a une copie aux États-Unis. Hein? Et si vous en doutiez, je vous rappelle quand même quand on a ressorti la RGPD, vous savez, cette protection qu'on a inventée en Europe, qui est une belle invention. Mais qu'est-ce qu'ont fait les Américains 2 mois après? Ils ont sorti une autre loi qui s'appelle le Cloud Act, qui autorise l'État américain, qui oblige tout citoyen américain, toute entreprise ou toute personne qui est d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement liaison avec les Américains, eh bien, à fournir toutes les informations qu'il a, et on peut de l'autre côté aussi aller lui chercher toutes les informations qu'il détient pour que les États-Unis puissent regarder ce qui se passe. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est un système généralisé où on peut tout savoir. Bon. Alors, bien sûr, c'est réservé aux citoyens américains et à tout ce qui se passe autour. Mais le dollar, l'utilisation du dollar est une des raisons qui permet d'aller chercher ce qui se passe. Donc, donc vous voyez bien. Donc, chez eux, c'est normal. C'est bien ça qu'il faut voir. Chez nous, il y a des règles, parce que c'est des règles de liberté, de démocratie, de protection de la vie privée, il y a plein de choses. Mais chez eux, le problème n'est pas vu du tout de la même manière. Alors, donc, on sait très bien que Palantir, il y a des informations. Pour ce qui concerne la DGSI, puisque c'est ça le truc, hein, la DGSI a pris Palantir et le directeur général, M. Calvar, l'a très bien expliqué. Il a dit « Je prends Palantir parce que je n'ai rien entre les mains au niveau européen actuellement, et pour avoir quelque chose, il faudra 5 ans. Et moi, pendant 5 ans, je ne peux pas être sans information pour lutter contre le terrorisme et pour lutter contre le reste. » Donc, la messe était dite, hein, malheureusement. Le fait que ce soit l'ancien patron d'Airbus qui se retrouve à la tête de Palantir. Vous savez ça déjà? Ça change quelque chose, non? Comment il s'appelle? Breguier, non? Comment il s'appelle? Breguier. Oui. C'est bien que vous sachiez ça. Ça a sorti cette nuit. C'est bien.
Hein? Ah ouais. Oui, effectivement, le numéro 2 d'Airbus vient de rentrer chez Palantir comme patron Europe. Alors, ceci dit, ce n'est pas le premier des grands chefs d'entreprise français ou des hauts fonctionnaires à basculer chez les Américains. Hein. Mais alors, c'est tout le problème. Nos Américains sont nos alliés, les Américains sont nos amis, donc après tout, pourquoi pas. Mais comme disait si bien Churchill, un pays n'a pas d'amis. Il n'a que des partenaires et des opposants. Vous parlez des États-Unis comme notre partenaire, ou peut-être oui, comme tous les autres. Est-ce que nous, Français, est-ce qu'on peut encore critiquer les États-Unis? Est-ce que notre parole est libre? Non, je crois qu'on peut. Dans les États-Unis, vous pouvez. Paradoxalement, vous pouvez critiquer les États-Unis à partir du moment où ils pensent que vous êtes avec eux. C'est-à-dire que si vous voulez, il y a un dogme intangible, c'est que l'Amérique, c'est l'Amérique. Hein. Et en plus, Dieu est avec eux, comme chacun sait. Hein. Donc, ça aide. Hein. Bon. Donc ça, c'est clair. Mais une fois que vous avez accepté ça et que vous dites, c'est bien votre truc, mais il y a quand même des choses qui ne vont pas du tout, là, ils vous écoutent. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, ils écoutent. Maintenant, il ne faut pas non plus rêver. Hein. Il y a une différence de puissance et de taille qui fait que bon, la France est un grand pays, hein, mais on vient de perdre la cinquième place au niveau mondial en la donnant à l'Inde, pays qui fait aujourd'hui un peu parler depuis quelques jours, hein, pour d'autres raisons. Ça veut dire qu'on est en train de perdre position. On n'est plus, c'est ça qui est la réalité. Là, c'est que la France, quoi qu'on fasse, et quels que soient les calculs, les extrapolations pour le futur, la France, dans 2030, ne sera plus dans les 10 premières puissances mondiales. On va être passé par le Brésil, entre autres, et par l'Indonésie, par exemple. On arrive à la fin. Alors, d'habitude, vous connaissez notre dernière question pour les jeunes générations, c'est laisser un conseil pour les jeunes générations. Là, c'est plutôt laisser un conseil pour la France. Ouf. 5 conseils, je ne serais pas assez prétentieux pour donner 5 conseils à la France. Non, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas de solution désespérée, d'abord. Et que le pessimisme français traditionnel est quelque chose de désastreux, parce que quand on se compare, on n'est peut-être pas très bon, mais quand on se compare aux autres, on est quand même bien meilleur. Hein? Donc, il ne faut pas avoir de complexe. Et je crois que dans tous les domaines, on a de vraies capacités. Simplement, le problème que nous avons, c'est que il faut, pour avoir ces capacités, il faut qu'on les encourage. Donc il faut, à côté de la reconnaissance de ces capacités, il faut aussi avoir une politique, là c'est de la politique dans le bon sens du terme, hein, la vie de la cité, eh bien, il faut avoir une politique qui fait qu'on va aider justement la France dans ces domaines où elle a la possibilité de faire des différences. Et nous avons... Regardez les mathématiciens, on peut dire ce qu'on voudra, mais en mathématiques, aujourd'hui, quand vous allez en Chine ou aux États-Unis, ils vous parlent tous des Français. Et ils achètent les Français à prix d'or. Hein. Bon, pour un Cédric Villani qui reste en France, mais vous en avez 10 qui partent. Et ils ne partent pas qu'aux États-Unis. Hein. Ils vont partout parce qu'on leur propose des choses formidables, des laboratoires magnifiques et autres. Donc, il y a de ce côté-là, oui, il faut qu'on ait de la formation, il faut qu'on encourage dans les domaines qui sont les domaines lesquels on peut s'en sortir. Le troisième, c'est qu'il faut avoir une politique cohérente dans la durée. Parce que le problème de la France, c'est que tous les 5 ans, on change de politique. Alors, c'est bien gentil, mais et sur le fond? Quand vous voyez les Chinois, Deng Xiaoping qui dit, à la fin de Mao Tse-tung, il dit voilà comment on va faire, et que 40 ans après, ils n'ont pas changé, ils sont sur la même ligne. Là, vous vous dites qu'il y a une cohérence, il y a une légitimité. Nous, ce n'est pas le cas. En définitive, moi, ma conviction, plus que des conseils, si vous voulez, c'est de dire il faut, d'un côté, le numérique nous pousse à l'individualisation, ça c'est clair, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la société. Mais il y a un deuxième volet, c'est que si on veut être vraiment fort dans le monde actuel, il faut qu'on abandonne cette logique de l'instant, qui est la caractéristique des Occidentaux, pour aller dans une logique de vision à moyen et long terme, en la suivant, c'est-à-dire en la respectant. Hein. Trump, il fait de la surréaction, ça marche, et comme ça a été justement dit, mais dans 10 ans, dans 20 ans, on verra les résultats. Pour le moment, ça fonctionne. Dans 10 ou 20 ans, on verra. Les Chinois, quand ils ont dit on va basculer du marché extérieur, enfin, on va basculer
de l'exportation vers le marché intérieur, parce que maintenant on a un niveau de vie en Chine qui est suffisant pour faire marcher le marché intérieur, pour faire fonctionner le marché intérieur. Quand ils ont fait ça, eh bien, ils ont créé une dynamique. Entre parenthèses, elle répondait par avance à ce que fait Trump aujourd'hui. Quand ensuite ils disent, pour repartir vers l'international, on fait les routes de la soie, la route maritime et les 2 routes terrestres. Bon, pourquoi on fait ces routes-là? C'est parce que méthodiquement, progressivement, en construisant des ports, en construisant des antennes, on va peu à peu aller vers l'Europe. Ils ont déjà désigné leur cible, et on va aller vers l'Afrique. Donc en définitive, mais eux, ils ont le temps pour eux. Et nous, le problème, c'est qu'on ne veut pas se donner le temps. On veut réagir tout de suite, ça coûte plus cher, et l'expérience montre que c'est moins efficace. Alain Juillet, merci. Merci à vous. Ah ouais.